Grâce à une subvention inconditionnelle de notre commanditaire Biogène IDEC, il nous fait plaisir de vous offrir cette vidéoconférence en ligne. Celle-ci portera sur les troubles de l'humeur en sclérose en plaques, principalement sur la dépression, et sera donnée par la Dr Ghislaine Savard, psychiatre à l'Hôpital neurologique de Montréal. Depuis le 26 juin 2009, il n'est plus possible de poser des questions par le biais du forum. Par contre, vous pouvez toujours consulter les questions et réponses qui s'y trouvent. Bon visionnement! Bonjour, merci d'être parmi nous pour cette conférence sur la dépression chez les patients atteints de sclérose en plaques. Alors, la première question qui vient en tête, c'est pourquoi s'intéresser à la dépression? Tout d'abord parce que chez les patients atteints de sclérose en plaques, la dépression est de loin la maladie psychiatrique la plus fréquente. En fait, une étude canadienne dont l'auteur principal était le Dr Gaffard en 2007 a donné un pourcentage allant jusqu'à 50% des patients atteints dans sa population. Maintenant, il ne faut pas s'inquiéter de ça parce que c'est une statistique qui reflète une étude, un état des choses. Maintenant, pour chaque individu, il y a des facteurs qui modulent ce risque en plus ou en moins. D'ailleurs, le but de la conférence aujourd'hui, c'est de s'informer pour bien se diagnostiquer, bien se comprendre et peut-être même aller jusqu'à prévenir un épisode de dépression chez soi et peut-être même chez les autres, nos proches. Donc, l'autre intérêt aussi de s'intéresser à la dépression, c'est que finalement, les symptômes de la dépression peuvent aggraver les symptômes de la sclérose en plaques. Et s'ils sont traités, peuvent donc améliorer le vécu du patient. Par exemple, si on est déprimé et atteint de sclérose, on peut voir sa fatigue augmenter de beaucoup. On peut voir sa distractibilité s'aggraver, ses difficultés de mémoire aussi s'aggraver. On peut aussi perdre la motivation pour les rôles importants que l'on tient dans la vie. Par exemple, le rôle du travailleur, le rôle du parent, le rôle de l'amoureux et les autres rôles sociaux qu'on a choisis. Si on est atteint de douleur, la dépression peut aussi baisser le seuil de la douleur, si bien que le mal fait plus mal. En somme, la dépression est souvent associée à une grande perte de la qualité de la vie, d'où l'intérêt de la dépister et de la soigner. Aussi, il faut dire que du côté des docteurs, souvent, la dépression n'est pas diagnostiquée, d'où l'intérêt de se surveiller soi-même. Finalement, il faut dire qu'à la dépression est associé un risque de suicide et il faut comprendre bien cela pour tout d'abord le voir venir et bien le gérer. Entre autres, les intentions suicidaires dans une étude du Dr Feinstein ont été à un pourcentage assez élevé, c'est-à-dire 28%, c'est-à-dire plus que dans une population générale. Maintenant, une autre statistique qui est douloureuse, ce sont les décès par suicide réussis, qui sont aussi plus importants en chiffres que dans la population générale, soit dans une étude, celle qui démontrait le plus haut taux, qui était de 15%. Alors, ce sont des chiffres à retenir. Maintenant, avant d'aller plus loin, je pense qu'il faut tous réfléchir sur la différence entre l'émotion de la dépression, qui est une émotion normale que tous nous ressentons, et la dépression dite maladive, qui, elle, demande des soins, demande une attention particulière. Je pense que dans la vie, il y a des gens qui aiment parfois ignorer leurs émotions, nier leurs émotions. Et ces personnes-là sont des fois moins à même de faire la différence. Et c'est dommage parce que l'information qui nous vient de la lecture de nos émotions, elle est très, très précieuse pour notre survie, que l'émotion soit normale ou qu'elle soit maladive. Dans le cas de la conférence d'aujourd'hui, il faut faire la différence entre la tristesse d'être atteint d'une sclérose ou de toute autre maladie et la tristesse qui nous vient de la maladie de la dépression en surplus d'une sclérose en plaques. Et c'est à ça qu'on va s'attarder aujourd'hui, la dépression dite maladive. Maintenant, je vous ai fourni une lecture qui a été écrite par Dr Cyrulnik, le type d'une lecture pour vous permettre d'aller voir que dans ce livre, on parle des émotions normales, des émotions maladives, de la dépression, mais en lien avec le trauma qui survient souvent dans la vie. Et je pense que pour une population atteinte de sclérose, c'est intéressant parce qu'il y a des traumas qui viennent dans la vie lorsqu'on doit faire face à une maladie grave. Et cet auteur est très convaincant pour nous expliquer l'espoir et la capacité de non seulement surmonter le trauma, surmonter la dépression, mais faire d'une épreuve une plancher pour la réussite. Donc, lorsqu'il s'agit d'une maladie de la dépression, il y a des critères qu'il faut rencontrer.
Et la diapo qui accompagne cette partie de ma conférence vous donne une source de ces critères, une classification, qui est une classification américaine. Il faut donc choisir un certain nombre, soit un minimum de 5 sur les nombreux critères, et il faut que la qualité et la sévérité soient présentes. Il faut aussi qu'il y ait un changement net par rapport à notre état habituel. Il faut qu'il y ait une certaine durée. Donc, ce ne sont pas les symptômes de quelques heures ou d'un jour qui comptent, mais des symptômes qui ont duré pour au moins 2 semaines. Parmi ces symptômes, nous pensons donc tout d'abord à une humeur triste, persistante. Ça, c'est un critère qui doit être présent. Ou le deuxième, c'est-à-dire une perte d'intérêt, une perte de plaisir. Ça, il faut bien comprendre. C'est quand il nous arrive un événement heureux, on ne peut pas le ressentir ou en profiter comme c'était avant. Ça, ce sont les critères qui doivent être présents, un des deux. Maintenant, parmi les autres critères, on pense peut-être à un changement de poids, d'habitude une perte, mais ça peut être aussi un gain en lien avec un changement de l'appétit. On peut avoir un changement du sommeil, soit en moins ou en plus. On pense à de l'agitation ou du retard au niveau de nos gestes, de nos pensées, de nos prises de décision. On pense à cette fameuse fatigue ou à cette anergie, qui est une perte totale d'énergie. On pense à un changement au niveau de l'estime de soi, qui d'habitude est une perte. On pense par exemple à des idées de culpabilité qui ne sont pas justifiées par les faits. On pense à des troubles de concentration et de l'indécision. On pense aussi à des préoccupations fréquentes avec la mort et avec le suicide. Donc, à nouveau, certains symptômes, un nombre de symptômes, une qualité, un changement de base par rapport à la normale et une perte de fonction dans les différents rôles de la vie qui en résultent, et de la détresse. Maintenant, le titre de la conférence était au pluriel, incluant les troubles de l'humeur. C'est parce que dans les classifications officielles psychiatriques, il y a plusieurs troubles de l'humeur. Mais je crois que pour le but de la conférence d'aujourd'hui, nous pourrions ne nous concentrer que sur une, c'est-à-dire la dépression majeure, qui est de loin celle qui est la plus facile à reconnaître et souvent la plus importante et la plus fréquente. Maintenant, en comorbidité, c'est-à-dire en association avec la dépression, il y a aussi l'anxiété. Les deux problèmes sont souvent très reliés et les traitements doivent souvent être associés. Ceci est vrai dans la population générale et dans une population atteinte de sclérose en plaques. Maintenant, quelle est la cause de la dépression? Il y a beaucoup d'hypothèses sur les causes de ce type de dépression où on a fait tout à l'heure la suite des critères, l'importance de la détresse et de la perte de fonction. Ce type de dépression a été amplement l'objet de recherche. Malheureusement, il demeure encore beaucoup d'inconnus, à la fois sur les causes de la dépression, mais aussi, je vous le dis tout de suite, sur la cause des succès de nos traitements. Maintenant, il faut se rappeler que du côté de la psychopharmacologie, le marché des antidépresseurs est un marché énorme. Des milliards de dollars sont dépensés par les consommateurs qui prennent ce type de prescription. Par contre, tout de suite, d'emblée, il faut comprendre qu'il n'y a pas de réponse magique ni de pilule magique. Une chose est certaine, il y a des grandes lignes qui se dégagent. Tout d'abord, il y a une base biologique à ce type de dépression sévère. Tout simplement, en sclérose en plaques, si les maladies évoluent avec des lésions qui concernent surtout le niveau spinal de la maladie, dans ce temps-là, les taux de dépression sont moindres que lorsque les patients ont des plaques au niveau du cerveau. Ceci fait du sens puisque depuis longtemps, les hypothèses qui localisent les phénomènes de dépression dans certains lobes du cerveau semblent de plus en plus rejoindre un consensus. Cependant, l'important pour le patient, c'est de comprendre que ce n'est pas en faisant une épreuve de neuroimagerie qu'on peut diagnostiquer la dépression. Ces examens sont soit de recherche, soit pour qualifier l'approche neurologique à la dépression. L'approche psychiatrique de la dépression ou
bureau, dans le bureau du malade et dans la vie, à date, demeure au niveau de la rencontre, de l'histoire et des symptômes éprouvés. C'est pour ça que c'est important de pouvoir lire ses émotions et voir à s'autodiagnostiquer et ensuite à faire valider son autodiagnostic auprès d'un professionnel de la santé. Il y a aussi en recherche une volonté de faire une corrélation entre l'apparition de la dépression, son incidence, sa sévérité et des facteurs d'évolution de la sclérose en plaques tels la durée d'évolution, le type de forme par rechute et rémission ou les autres formes et la sévérité des déficits en lien avec la sclérose en plaques. Nous pouvons résumer en disant qu'à date, il n'y a pas un tableau précis qui ressort et chaque individu vit ces éléments-là de façon différente. Maintenant, quant au risque suicidaire, je pense que c'est tout à fait important de mentionner quelques mots parce qu'il s'agit ici de sauver une vie. Si vous ou un proche vivez ces facteurs et avez ce type de vécu suicidaire, je pense que c'est important d'organiser un petit peu son approche. Par exemple, si vous êtes particulièrement isolé, particulièrement agité ou angoissé, que vous vivez aussi une insomnie globale et persistante, qu'il y a une perte de plaisir importante, une perte de concentration, un sentiment d'impuissance, du désespoir, que vous êtes devenu impulsif, que vous agissez vite, que vous abusez de substances, qu'il y a déjà eu des tentatives de suicide dans votre vie, qu'il y a même une histoire familiale de personnes qui se sont suicidées, et selon certains groupes d'âge, votre risque va en augmentant. C'est important de faire la différence entre avoir l'idée de se suicider, qui peut être fugace ou qui peut s'imposer à nous, avoir l'intention et faire un plan définitif. Il y a des degrés de sévérité qui se défilent derrière ces facteurs-là. Chacun doit être évalué. Chacun est un individu. Il y a aussi parfois des stress qui sont tout à fait précipitants, qui pourraient être aidés et même disparaître. Il y a aussi les raisons qui nous gardent en vie, qui sont importantes de mettre en évidence. Ce qu'il faut faire pour soi-même ou pour ses proches qui vivent ces moments-là, c'est de voir à faire un plan de prévention dans l'immédiat. C'est certain que si, par exemple, nous possédons des armes à feu ou d'autres façons plus violentes, il faut y voir. Nous pouvons aussi mettre en plan un réseau de sécurité en désignant des personnes clés autour de nous, des organismes comme Suicide Action par téléphone ou même de consulter le plus près à la salle d'urgence ou auprès d'un professionnel de notre choix. Mais c'est certain qu'un réseau de personnes qui nous tiennent à cœur font vraiment la différence, tant pour notre souffrance que pour éviter un agir suicidaire. Tout de même, il faut dire qu'au niveau de la recherche et dans les faits, il demeure des facteurs d'imprévisibilité et chacun doit avoir sa part de responsabilité. Le suicide, c'est souvent l'affaire de tout le monde et personne ne devrait être isolé dans ces moments-là. Maintenant, au niveau du traitement pour la dépression. Alors, tout d'abord, c'est très important de s'éduquer sur la dépression. Vous pouvez vous éduquer vous-même par la lecture ou en parlant tout simplement avec vos proches. Vous verrez les expériences des autres. Personne n'est à l'abri de ce problème. Deuxièmement, il y a tout le domaine de la psychopharmacologie. Certainement, il y a une place pour la médication et nous allons en parler un petit peu plus dans 2 minutes. Nous avons aussi tout le volet des psychothérapies, qui sont des techniques en présence d'un psychologue ou autre psychothérapeute pour apprendre de façon, pour s'aider soi-même sans l'usage de médicaments. Nous les combinons avec la psychopharmacologie. Et aussi d'autres choses plus sophistiquées pour les mentionner, les électrochocs et d'autres traitements beaucoup plus rares, mais qu'on commence à entendre parler dans les journaux. Pour ce qui est de la conférence d'aujourd'hui, je pense que ce qui compte le plus, c'est de faire le point sur la psychopharmacologie, c'est-à-dire l'emploi des antidépresseurs. Je vous ai parlé que c'était un immense marché. Ils sont souvent prescrits et ils sont très aidants. Ce sont des molécules qui, en général, sont d'une grande sécurité, mais ce qu'il faut comprendre d'emblée, c'est qu'elles ont la particularité, comme famille,
d'avoir, dès les premiers jours d'usage, un profil d'effets secondaires qui peut varier selon la molécule. Donc, les effets secondaires peuvent apparaître très tôt dans le traitement. Par contre, le deuxième message à retenir, c'est que c'est après quelques semaines, 2, 4, 6 semaines d'usage, que les molécules révèlent toute leur efficacité. Donc, au début du traitement, les premiers jours, les premières semaines, un risque d'effet secondaire. Par la suite, 2, 4, 6 semaines d'usage, les bénéfices escomptés. Donc, l'emploi de ces médicaments-là requiert une certaine patience du côté du patient qui les prend et un effort d'éducation de la part du médecin qui les prescrit. Il s'agit de bien marier l'effet secondaire ou le profil escompté aux besoins du patient. Par exemple, en sclérose en plaques, nous avons une clientèle qui souvent souffre de fatigue le jour. Nous choisissons donc parmi tous les antidépresseurs les molécules qui sont les moins sédatives. Nous avons aussi une population souvent qui consiste en de jeunes adultes qui ont une vie maritale. Nous choisissons donc parmi tous les antidépresseurs disponibles ceux qui ont le moins ou même pas du tout de dysfonction sexuelle parmi les effets secondaires. Alors, comme vous voyez, en questionnant bien son patient et quand le patient se révèle bien à son médecin, nous pouvons choisir une molécule qui va convenir le mieux au niveau des effets secondaires. Certains patients ne ressentent même pas d'effets secondaires, mais au cas où il y en ait, il vaut mieux les choisir. Lorsque les médicaments sont aidants de façon significative, nous avons en général le bien fondé est de les garder pendant plusieurs mois, voire 1 an pour un premier épisode. Alors, c'est pour diminuer le risque de rechute lorsque nous arrêterons les médicaments. Maintenant, juste un mot, les patients aujourd'hui souvent vont utiliser des substances non prescrites telles le millepertuis ou le St. John's wort en anglais. Alors, il faut savoir que certaines molécules naturelles, incluant celle-ci, peuvent avoir des effets secondaires additifs et parfois des effets secondaires bénéfiques additifs, des effets secondaires additifs ou des effets bénéfiques additifs. Donc, c'est important de faire la liste de toutes les substances utilisées et de bien discuter de ça avec votre médecin pour que la prescription de l'antidépresseur, si elle s'ajoute à ces substances, soit confortable. Généralement, c'est plus prudent de faire le moins de combinaisons possibles. Maintenant, les traitements en général pour la dépression, il faut bien se l'avouer, sont longs. Ils sont longs parce que les personnes humaines ne changent pas très vite leurs habitudes. Et tout le domaine des psychothérapies nous le prouve. Il y a un grand effort en recherche pour introduire des psychothérapies qui sont à la fois efficaces et brèves. Mais souvent, il faut reconnaître que les patients s'engagent et demandent beaucoup de temps. Et je pense que lorsqu'il y a souffrance, il faut justement prendre le temps pour aller mieux. Donc, il ne faut pas se décourager. Il faut aussi dire que lorsque l'on choisit l'antidépresseur, le premier essai peut s'avérer être le bon. Parfois, avec le temps, il faut changer l'antidépresseur parce que la réponse n'est pas satisfaisante ou n'est pas suffisante ou les circonstances du patient changent avec le temps. Maintenant, il y a certains symptômes qui demeurent particulièrement coriaces, par exemple la fatigue. Vous savez qu'il y a des traitements que le neurologue peut mettre à votre disposition pour le traitement de la fatigue. Mais la fatigue demeure un symptôme difficile et souvent, il faut reviser minutieusement ses habitudes de vie pour essayer d'en diminuer l'impact. Maintenant, les antidépresseurs doivent être suivis minutieusement par vous-même et par votre médecin. Il doit y avoir une conversation à ce sujet-là, un dialogue pour éviter l'abandon du traitement. Maintenant, au niveau des psychothérapies, je pense que c'est important d'en connaître les variétés afin d'en trouver une qui nous convienne. Nous sommes tous des individus différents, avec des besoins différents, et les psychothérapies répondent aux différentes demandes que nous leur posons. Donc, les psychothérapies se combinent très bien à la psychopharmacologie ou parfois s'emploient seules. Nous
En général, à ce point-ci, nous, en psychiatrie, recommandons les thérapies plus modernes, qui sont les thérapies dites cognitives, par rapport aux thérapies plus anciennes, qui étaient les thérapies psychodynamiques, un peu à la Freud. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a beaucoup de facteurs de réalité dans la souffrance, par exemple, toute la réalité de l'adaptation à la maladie, la réalité du changement de rôle, la réalité de la dépression, la réalité d'une prise de médicaments comme l'antidépresseur. Il y a beaucoup de facteurs et parfois, c'est important de trouver des solutions maintenant, même avant d'avoir bien compris la cause de notre souffrance. Donc aujourd'hui, parmi certaines psychothérapies, nous pouvons d'emblée prendre du mieux avant même d'avoir trouvé l'explication du pourquoi nous allons mal. Des fois, il est mieux de changer une habitude plutôt que de perdre un temps précieux à comprendre d'où elle nous vient. Maintenant, il faut aussi savoir que autour de soi, nous avons parfois la chance et le privilège d'avoir des aidants naturels. Et lorsque nous sommes nous-mêmes déprimés, il faut comprendre que nos aidants naturels souffrent parce qu'ils nous trouvent difficiles à vivre. Donc, c'est important de penser à offrir un certain support à nos aidants naturels. Les aidants naturels peuvent devenir eux-mêmes parfois victimes de la dépression. Donc, lorsqu'il y a une adaptation importante, du type de l'adaptation que requiert une maladie neurologique importante comme une sclérose en plaques, il est important, je pense, entre aidants naturels et patients, de se parler et de prévoir les crises possibles avant qu'elles ne surviennent pour bien comprendre les lignes directrices qui nous conviendront le mieux. Je pense que ce type d'ouverture de l'esprit prévient l'épuisement et jusqu'à un certain point prévient la dépression. Alors, je vous remercie beaucoup de votre écoute.